Je pense qu'il faut différencier entre deux choses. Bien sûr, il faut critiquer le fait qu'Israël légitime le génocide comme un acte d'autodéfense. C'est évidemment complètement faux et il faut le critiquer. Mais je pense que sur la question de la menace existentielle, je pense qu'elle existe, mais elle vient du côté des sionistes messianiques. Je pense que la politique qu'ils sont en train de mener porte une menace existentielle pour Israël. Par cette politique, elle met en danger tous les projets de normalisation des rapports avec les pays arabes. Ça va être très, très difficile de mettre en place ça après ce qui se passe. Ils se mettent en danger par rapport à tous les tribunaux internationaux, etc. Ça va être très difficile pour les tribunaux internationaux de ne pas juger Israël sur ces crimes de guerre. Ils sont en train de mettre en difficulté et de créer des divisions dans les communautés juives à l'extérieur d'Israël, avec, surtout aux États-Unis, toute une partie de la jeunesse juive qui rejette de plus en plus l'État israélien. Et toutes les formes d'alliance sur lesquelles Israël dépend sont affaiblies par cette politique. Et en plus de cela, il faut ajouter les problèmes internes à Israël, y compris des problèmes économiques. Donc je pense qu'il y a une menace existentielle pour Israël, elle vient de l'intérieur. Pour ceux qui veulent approfondir un peu plus, Ilan a écrit un article qui s'appelle La fin du sionisme sur le blog de la New Left Review qui s'appelle Sidecar, pour ceux qui lisent l'anglais. Moi, je voulais revenir sur la responsabilité de l'ONU, après aussi de l'Angleterre, mais là, en l'occurrence, de l'ONU. Oh non, le truc pédache essaie de décoller. La responsabilité de l'ONU dans le nettoyage ethnique, tout simplement parce que vous dites que ce plan de partage-là, quand il est voté en novembre 47, vous dites qu'il y a une atmosphère, une conviction que la partition signifiait l'affrontement total. Et aussi, vous reprochez à l'ONU, et notamment avec la résolution 181, qu'elle n'a rien prévu pour prévenir ou empêcher le nettoyage ethnique, là où dans les discours dominants, on entend souvent oui, c'est la faute des Palestiniens, ils n'ont pas accepté le plan de partage, etc., etc. Là, vous dites à l'inverse, comme ce plan de partage, il est profondément injuste, antidémocratique, etc., bah, c'est la source de ce qui va suivre ensuite. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi est-ce que ce plan de partage-là, il a été dévastateur pour la suite? So can you say more about the responsibility of the UN sur la question de l'ONU? D'abord, il faut se débarrasser du mythe qui est assez répandu, même y compris parmi certains qui sont pro-palestiniens, que les Palestiniens ont été proposés à un partage qu'ils ont refusé, qu'ils ont raté une opportunité. Comme on dit en anglais, they never miss an opportunity to miss an opportunity, qui est le récit dominant. Il faut se rappeler de plusieurs choses. D'abord que l'ONU, en 1947, c'est l'ONU des pays colonisateurs. Le seul pays décolonisé qui existe, qui est un membre de l'ONU à ce moment-là, c'est le Libéria. Donc c'est l'ONU des pays impérialistes, colonisateurs, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Ce n'est pas le même ONU qui, en 1975, a fait la déclaration que le sionisme était une forme de racisme. Premier point. Deuxième point, l'ONU savait très bien que les Palestiniens n'allaient pas accepter la proposition de partage. Je mets de côté la question de si les Palestiniens étaient justifiés ou pas de rejeter ce plan de partage. Personnellement, je pense que c'était complètement justifié de rejeter ce plan de partage. L'idée que 2 tiers de la population donnerait la moitié de la terre à un tiers de la population est ridicule. Mais même si on met ça de côté, l'ONU savait très bien que les Palestiniens n'allaient pas accepter, mais a posé un ultimatum, plutôt que de continuer des négociations jusqu'au moment où un accord pouvait être trouvé. C'est très intéressant de noter, par exemple, que le département d'État, donc le ministère des Affaires
étrangères américains, pendant une brève période, a pris la position correcte, c'est-à-dire de dire on va écouter ce que veulent les Palestiniens, on va discuter avec eux. Et les Palestiniens leur a dit qu'ils voulaient un État démocratique en Palestine. Et pendant quelques semaines, c'est très peu connu, mais en fait, cette position était la position officielle des États-Unis. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus le cas, malheureusement, le département d'État avait beaucoup de diplomates expérimentés, y compris des gens qui connaissaient très bien la région, qui parlaient l'arabe, etc. Et comprenaient aussi des gens qui étaient des démocrates, dans le sens honorable du terme. Malheureusement, le lobby sioniste aux États-Unis et le fait que c'était une année d'élection a poussé le président Truman à revenir sur cette position. Mais c'était une position officielle des États-Unis pendant une période. Troisièmement, l'ONU avait dit qu'elle était responsable en tant qu'organisation pour la vie, la propriété et la dignité de la population palestinienne. Et on voit très bien, par ce qui s'est passé ensuite, qu'elle a complètement échoué dans ce rôle. Donc on peut dire que l'ONU, en 1947, était l'ONU des pays, des puissances occidentales, qui a essayé d'imposer un accord sur les Palestiniens contre leurs propres revendications et qui n'a pas défendu la population palestinienne face au nettoyage ethnique. Je voulais